Bonsoir et bienvenue sur France 3. Vous êtes au bon endroit pour suivre l'actualité dans votre région. Mais avant, les titres de l'actualité nationale ce soir. Pas de haine, mais toujours une tristesse immense. Un an après l'assassinat du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, ses proches se confient. Le risque d'incendie est au maximum dans le sud de la France. Les flammes ont ravagé plusieurs centaines d'hectares dans le Vaucluse. Ça brûle aussi en Corse et dans les Alpes-Maritimes. Les incendies dans les Alpes-Maritimes à la une de l'actualité de votre journal régional. Le 06 en effet touché par plusieurs départs de feu aujourd'hui. Le plus important à l'heure actuelle se situe sur la commune de Carros, au-dessus de la zone industrielle. Il a menacé un temps des habitations, comme on peut le voir sur ces images que nous a fait parvenir un habitant de Carros, Laurent Parzi. Nous serons en direct dans quelques secondes sur place avec Hélène France. Forte tension cet après-midi à la frontière franco-italienne entre José Bové et les forces de l'ordre. Tout a dérapé lorsque les députés européens ont voulu aider un mineur migrant. Images et explications dans ce journal. Enfin, la traversée des Alpes en VTT, c'est le bel exploit d'un jeune azuréen, Tito Tomasi. Image à couper le souffle et récit d'un beau voyage en fin d'édition. Il nous racontera son périple. Mais avant, direction tout de suite Carros, où en fin d'après-midi, un important feu de forêt s'est déclaré. De très importants moyens ont été déployés sur place, plus de 270 hommes sur le terrain, aidés par les moyens aériens, 4 Canadair, 3 hélicoptères. Hélène France, vous avez réussi non sans mal à rejoindre la zone, car pas mal de routes sont coupées ce soir dans le secteur. Quelle est, à cette heure-ci, la situation sur place, Hélène ? Eh bien, écoutez, Olivier, le feu a démarré vers 4h30, 5h. À l'heure où je vous parle, il n'est toujours pas fixé, même s'il a baissé en intensité. On en est à quelques 70 hectares qui ont brûlé. Le bilan humain, pour le moment, à la grâce de Dieu, personne n'a été touché, il n'y a pas de blessés. En revanche, le bilan matériel, lui, est un peu plus lourd. Une maison a brûlé, un garage, 3 voitures. On en est là pour le moment. On attend du renfort, 2 colonnes qui devraient arriver du département voisin, c'est-à-dire à peu près 140 hommes. La sécheresse, le vent, c'était la plus mauvaise conjugaison possible pour cette journée. Et puis, dès ce matin, on nous l'avait dit, nous étions déjà avec les pompiers, le département était placé sous risque très sévère. Il y a eu des feux qui ont éclaté un petit peu partout, Auribeau-sur-Siagne, Biot, Saint-Vallier. Et du coup, évidemment, les forces ont été mises sur ces axes-là. Et il a fallu tout rapatrier une fois que ça a été circonscrit ailleurs sur Carros. Hélène France pour l'ensemble de ces précisions. Et on va écouter le colonel des pompiers en charge des opérations en ce moment même sur Carros. On l'écoute. Le feu n'est pas fixé, c'est sûr, mais bon, l'évolution, c'est beaucoup mieux qu'auparavant. Je ne sais pas si vous avez regardé la couleur du panache de fumée, l'intensité a bien baissé, mais l'affaire n'est pas gagnée du tout. La lutte s'organise et on espère, d'ici la nuit, pouvoir apporter une réponse plus ferme encore. Et plusieurs autres départs de feu ont été recensés cet après-midi dans les Alpes-Maritimes, à Saint-Vallier, à Biot ou encore à Auribeau-sur-Siagne, où 3 hélicoptères bombardiers d'eau ont dû intervenir. Le feu, là, a pu être rapidement maîtrisé grâce aux mesures de prévention qui ont bien été respectées par la population. Les explications. Le départ de feu, c'est vrai que c'est du périurbain, c'est le premier souci qu'on a eu. Une seule habitation dans l'axe de propagation des flammes et par chance qui avait été correctement protégée puisque les propriétaires ont fait le nécessaire pour débroussailler comme il se doit. Donc pour nous, c'est un confort supplémentaire pour intervenir rapidement. Et c'est vrai que c'est notre souci, notre préoccupation première, effectivement. Et Hélène France, vous le disiez, aujourd'hui en raison notamment du vent, de la sécheresse et des fortes températures, une bonne partie du sud-est avait été placée en risque noir. Les sapeurs-pompiers s'attendaient à vivre une journée très difficile. Dans le Var et les Alpes-Maritimes, tous les massifs, sans exception, avaient été fermés au grand public. Des massifs surveillés par les agents communaux et les agents de l'ONF pour éviter que des touristes ou des promeneurs soient pris au piège après un éventuel départ de feu. Jean-Bernard Vitiello, Séverine McCalman. On va monter à Antéor pour voir s'il y a des gens qui sont rentrés dans le massif. Dans la forêt domaniale de l'Estérel, les bénévoles des comités communaux de prévention des feux de forêt traquaient ce matin des promeneurs en zone interdite. Une famille de Hollandais un peu perdue a été repérée au-dessus des calanques de Saint-Barthélemy. Aujourd'hui, elle est totalement hors la loi. Aujourd'hui, le massif est fermé. It's closed. Fermé. Because it's very dangerous. The fire. The fire. Okay. Yes. Now we go out, Maintenant, nous allons partir le plus vite possible. We don't want Quickly. quickly, yes.
Ces touristes étrangers n'ont pas été verbalisés puisqu'ils n'ont pas compris les pancartes d'avertissement uniquement en français sur les risques d'incendie. Curieusement, dans une région touristique comme la nôtre, aucun panneau en anglais ou en italien n'était là pour les avertir. Pour empêcher toute nouvelle intrusion ce lundi, la mairie de Saint-Raphaël a envoyé des patrouilles de police municipale ou a posté des bénévoles aux barrières des chemins d'accès. Et par contre, aucune tolérance n'est prévue pour d'autres promeneurs. Une personne qui allumerait un feu dans un massif forestier ou qui allumerait une cigarette est passible d'une amende de 135 €. La violence du récent incendie de Castagnier montre que le phénomène en ce moment peut être très rapide dans notre région. En interdisant tous les massifs et en créant une alerte noire, le préfet du Var veut surtout protéger les promeneurs qui pourraient se retrouver piégés, pas forcément par des flammes, mais par des fumées. Effectivement, ils peuvent être entourés par des fumées toxiques ils vont commencer à pleurer, à avoir des nausées, ils vont tomber dans les pommes. Et là, si la fumée persiste, ils vont continuer à l'inhaler, ils vont mourir asphyxiés. Les rafales étaient tellement fortes aujourd'hui à Antéor que cette patrouille avait du mal à tenir debout pour observer d'éventuelles fumées à l'horizon. Le vent, la température à 38 degrés et la sécheresse placent cette semaine le Var dans un risque incendie qu'il n'avait pas connu depuis plus de 10 ans. Voilà pour cette page incendie. José Bové est en visite depuis plusieurs jours dans la vallée de la Roya. Le député européen est venu notamment apporter son soutien à Cédric Herrou dans son combat en faveur d'un meilleur accueil des migrants. Aujourd'hui, José Bové s'est rendu à Menton. Il a visité les installations de la police aux frontières. Une visite qui a mal tourné, notamment lorsque José Bové a voulu rencontrer un migrant mineur. Bernard Perrano, Jean-Marc Sarrat. Monsieur, je suis député. Oh là là. Très bien, un député européen ceinturé par des policiers. La scène a eu lieu cet après-midi à la gare de Menton-Garavan. José Bové était venu observer les contrôles de police à la frontière, mais la tension est vite montée quand il a voulu aider un migrant mineur à ne pas être expulsé vers l'Italie. Jamais on a vu le droit s'appliquer comme ça. Vous ne pouvez pas dire que vous appliquez le droit. Ne répondez plus là. Et vous respectez rien. Il n'y a rien à répondre. Un peu plus tôt, José Bové a visité pendant plus d'une demi-heure le centre d'accueil des migrants de la police de l'air et des frontières du pont Saint-Louis à Menton, avec à la sortie une demande particulière à l'État français. On a un préfet, le préfet Leclerc, qui ne joue pas le jeu. Ce type, aujourd'hui, va à l'encontre, je dirais, du droit français et du droit européen. Donc, moi, je serai aujourd'hui en responsabilité, je serai ministre de l'Intérieur, eh bien pour apaiser la situation et les tensions, je demanderai le déplacement de ce préfet. En visite depuis plusieurs jours dans la vallée de la Roya, le député européen a pu observer de près le travail des associations et les conditions de vie des migrants. On est dans une situation incroyable. Schengen est complètement dépassé. Alors aujourd'hui, on n'a pas de politique européenne pour l'accueil des migrants. Et ça, c'est quand même incroyable. José Bové qui aura aussi compris qu'avec la suppression de l'état d'urgence et donc la fin des contrôles aux postes frontières, le travail des policiers risque d'être encore plus difficile. Et à Nice cet après-midi, 200 migrants accompagnés de Cédric Herrou ont voulu pénétrer sur la promenade du Paillon. La mairie de Nice a décidé de leur bloquer l'accès. Nice toujours, où comme chaque été, les forces de l'ordre ont mis en place des patrouilles pour tenter d'éviter les vols à la tire, là où sont rassemblés les touristes. Et notamment, bien sûr, sur la plage. Et oui, pas toujours facile de surveiller ses affaires quand on se baigne. Hélène Maman, Richard de Silvestro. L'été, sur la plage, le danger ne vient pas que des vagues. La présence en nombre de vacanciers, locaux et touristes, attire les voleurs dans une atmosphère propice à la décontraction. Ce beau temps, ce soleil, crée aussi une certaine insouciance. Vous remarquerez de vous-même que vous avez des gens qui vont profiter de la plage avec des biens dont on pourrait se poser la question de savoir à quoi ça sert pour aller à la mer. Donc c'est évident que ceci suscite des convoitises et il faut être très vigilant. Toute la saison, sur les zones de forte affluence, les plages mais aussi la promenade du Paillon et le Vieux-Nice, policiers municipaux et nationaux patrouillent. Ils observent les comportements déviants et autres vols et mettent en garde les vacanciers. De faire attention avec le sac, je sais pas. Il a dit juste parce que voilà, il y a des choses qui arrivent et ça va très vite, c'est tout. On fait attention, on reste vigilant, mais bon, on n'est pas aussi sur le qui-vive. Mais bien sûr qu'on fait attention. Le mieux pour aller se baigner est de mettre en place des stratégies. Lorsque tu es là, on y va une par une, sinon,
quand je viens seule à la plage, j'habite ici. Parce que toi, t'habites là. J'avoue que je le laisse en jetant un petit coup d'œil. Les voleurs ont souvent l'allure de simples baigneurs et agissent très vite. Autre méfait observé, la prise de photos le plus souvent de jeunes femmes en monokini sans leur consentement. Pour compléter le dispositif, des CRS viennent en renfort de 14h à 2h du matin et cette année, une policière italienne patrouille avec les équipes. En cas de vol commis sur des concitoyens, elle sera plus à même de les renseigner et de les rassurer. On poursuit ce journal avec une question. Que reste-t-il de nos centres-villes? Une question qui a été posée cette semaine par nos confrères de Libération et à laquelle nous avons tenté de répondre s'agissant de la ville de Nice. Avec des commerces traditionnels remplacés par de grandes marques, Nice n'échappe pas au phénomène d'uniformisation. Les explications de Pascal Massa et Richard de Silvestro. La rue piétonne, l'avenue Jean Médecin, le cœur de ville. 2 avenues cependant qui aujourd'hui ne reflètent plus vraiment l'âme de Nice. Partout les mêmes enseignes de grands groupes internationaux qui se livrent sur ces artères historiques, une lutte féroce comme dans toutes les villes du monde. Une guerre sur les prix pour l'emplacement stratégique, c'est le constat d'Yves Bémont, installé depuis 51 ans sur la rue Masséna. Il faut compter entre 7 à 10 personnes par semaine qui viennent pour acheter le fonds de commerce. Et pourtant, c'est calme. Une guerre commerciale qui fait dans toutes les villes les mêmes dégâts. Après 29 ans dans le prêt-à-porter, ce commerçant a décidé de tourner la page. Dans quelques mois, il transformera sa boutique en café-tabac. Dans 5 ans, il n'y aura que des monomarques, magasins de grandes marques, mais nous, on aura complètement disparu. Quand les Galeries Lafayette ou quand les grands centres disent écoutez, si on ne fait pas ça, on va licencier, on les écoute. Mais quand un indépendant on va dire je vais disparaître, allez, c'est le gérant qui disparaît, une vendeuse, voire 2 vendeuses, on n'a pas de poids, on n'a aucun poids. Dans la rue Geoffredo, cette supérette a remplacé en début d'année un magasin historique de confection de rideaux, un secteur sinistré. Mais même pour ouvrir son enseigne alimentaire, Azwa Wakoul a dû chercher un partenaire. Il faut se distinguer, il faut apporter une touche nouvelle, il faut suivre la demande. Il n'y a que comme ça. Et puis, si vous appartenez à un grand groupe, vous avez la force, vous êtes déjà connu, il suffit d'avoir l'enseigne à l'extérieur. Autre conséquence de la pression des grands groupes, le montant des loyers. Après de fortes hausses depuis 2010, ils se sont stabilisés. Mais les niveaux, surtout en centre-ville, restent élevés pour les petits commerces. C'est un peu le nerf de la guerre, quoi. Ça veut dire que si on est, on va dire pas sur un emplacement numéro 1, mais qu'on est sur un emplacement numéro 1 prime ou 2, on peut pas se permettre d'avoir pour un 50 mètres carrés des 1000 et quelques euros de loyer. Reste l'action des pouvoirs publics. Côté mairie, un droit de préemption commerciale a été par exemple instauré en 2009. Il a permis depuis de préempter une vingtaine de commerces dans l'hypercentre. Autre axe de travail, l'attractivité. Nous étudions la faisabilité d'attirer le chaland sur la ville pour qu'on n'ait pas ce problème de paupérisation du commerce centre-ville, cette désertification du commerce centre-ville. Au total, on dénombre 12 700 commerces sur la métropole Nice-Côte d'Azur, un secteur qui emploie près de 30 000 salariés. Ouvrons la page sportive de ce journal avec tout d'abord une compétition de parapente pour le moins longue et compliquée. Et pour cause, les participants doivent tout simplement traverser les Alpes dans les airs, mais aussi sur terre. Et petit cocorico, c'est un aiglon, Benoît Hauters, qui a terminé 2e. Nathalie Morin, Jacques Sauffer. L'arrivée s'est faite sur les hauteurs de Monaco. Yes! Accueilli en comité restreint, cet atterrissage reste pour Benoît Hauters empreint d'une émotion sans commune mesure. Il vient de survoler plusieurs pays, 11 jours durant. C'est l'aboutissement de pas mal d'années de préparation. Après, il y a d'autres moments forts, il y a des passages de col assez compliqués, des portions de vol difficiles, etc. Mais non, ça reste le meilleur moment, c'est sûr. La course a lieu tous les 2 ans, le parcours n'est jamais le même. Seuls les points de départ et d'arrivée restent inchangés. Partis de Salzbourg, les participants ont donc traversé l'Autriche, la Slovénie, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse et le sud-est de la France jusqu'à Monaco. Cette année, le parcours était quand même relativement long. Maintenant, les points de contournement, donc ces balises, c'est les seuls points de passage obligatoires. Après, c'est à nous de choisir notre itinéraire pour les rejoindre. Survolant des cols de plus de 3000 mètres d'altitude, au total, notre athlète aura parcouru 1400 km à la voile et 700 km à pied. En perpétuel mouvement jusqu'à 10 heures par jour, il reste cependant tributaire des conditions météorologiques.
Même avec des météos difficiles, quand on est en montagne, on arrive à caser quelques petits vols pour essayer d'avancer et puis éviter de trop se fatiguer aussi à pied, mais il y a aussi beaucoup de marche. Ouais. À 27 ans, le Niçois vient d'accomplir un exploit. Pour sa première participation à cette compétition internationale, il finit ici 2e sur 31 participants. C'est vraiment le Graal. Déjà, rien que de pouvoir y participer, c'est quelque chose de dément. Maintenant, réussir à venir à bout du parcours, c'était peut-être la course de ma vie, ouais, donc non, vraiment content. Souhaitons à cet habitué des podiums, notamment entre elles, de finir premier dans 2 ans. Tito Tomasi, lui, a traversé les Alpes tout seul. Enfin, pas vraiment, il était accompagné de son VTT. Il vient de boucler son périple. Il est parti de Ljubljana pour arriver il y a quelques jours à Saint-Laurent-du-Var. Confronté la moitié du temps aux pires conditions météorologiques, il a raconté son périple à Véronique Varin et Éric Jacquet. Putain, c'est trop beau. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Je suis niçois et toute mon enfance, toute mon adolescence, quand je regardais vers le nord, c'est la voie des Alpes, quoi. Et j'ai toujours imaginé qu'une des plus grandes aventures à vivre à pied ou à vélo, ce serait de remonter toute cette chaîne et aller jusqu'au bout. Donc j'avais cette idée en tête depuis un moment. Et quand on a une idée en tête, on la lâche pas, quoi. Du coup, dans cette aventure, Tito n'a pas non plus lâché sa monture. Pendant 1645 km et 58 800 mètres de dénivelé. Parti de Slovénie, il a traversé à VTT 4 pays par 100% de sentiers de haute montagne. Périple dantesque par tous les temps, même les pires, 9 jours de suite. Putain. On se souviendrait de ce col. Traversée intégrale des Alpes sans bagages ou presque, sans hôtel ni restaurant non plus. Mais du poids libéré grâce à un bivouac ultra léger. On a un sac à dos avec quelques aménagements sur le vélo et ça permet donc d'emporter du matériel pour dormir dehors dans des conditions minimales, on va dire. Il ne faut pas qu'il neige, ça c'est sûr, mais avec un sac de couchage et un bon matelas, on peut dormir à peu près partout, sauf s'il pleut, là il faudra trouver un abri. Ce rêve de gosse accompli lui a rempli la tête de paysages incroyablement grandioses. Le Gatirois qui a exploré sur son VTT cols et sommets du monde entier a sur ce parcours fait moins de rencontres que d'habitude. Allez, meuf. Mais il s'est retrouvé lui et s'est dépassé. Tito ne l'a pas fait pour cela, mais c'est un exploit. 21 jours seulement pour couvrir un itinéraire physique et technique quand d'autres ont mis le double. Au bout, l'émotion, sa maison et d'autres voyages à l'horizon. En bref, c'est fait pour Benjamin Mendy. Voilà, plusieurs jours qu'on en parlait, mais c'est officiel depuis aujourd'hui. Le défenseur monégasque, 4 sélections en équipe de France, a rejoint Manchester City pour 5 ans et la coquette somme de 58 millions d'euros. C'est un record pour un défenseur. Nos séries de l'été vous proposent aujourd'hui une plongée au Cap d'Antibes, un site aussi beau sur que sous l'eau. Toute la zone autour du Cap est en effet classée zone Natura 2000 et ce pour mieux protéger les fonds marins. Une richesse qui reste accessible à tous ou presque. Il suffit de se munir d'un masque et d'un tuba. Véronique Varin, Éric Jacquet. Ni très loin du rivage, ni très loin de la surface. Herbiers de Posidonie, roches coralligènes, bancs de sable, tout un monde extrêmement peuplé, coloré, varié. Il n'y a aucun trucage dans ces images, ce sont plus des images qui ont été tournées juste là, au pied du musée de la batterie de Graillon, qui représente une des zones les très très riches du Cap, où vous avez tous les habitats qui sont présents. La zone couvre 13 000 hectares situés presque en totalité en mer. Elle est depuis 2014 officiellement qualifiée de remarquable par les instances européennes. Un classement Natura 2000 intervenu après plusieurs années d'investigation sous-marine.
Ça s'est basé sur des inventaires naturalistes qui ont pu le démontrer. Et là, sur le département des Alpes-Maritimes, le site du Cap d'Antibes, avec les îles de l'Érins et le golfe Juan, est le premier site qui a été identifié comme site Natura 2. Ce classement implique une protection particulière des milieux dont certains ont déjà bien souffert. Mais la règle étant de préserver aussi les activités économiques, il a parfois fallu faire des compromis. Alors, la grande plaisance, c'est certain, avec les ancres, les mouillages tels que l'on a ici dans le golfe Juan, avaient un impact qu'on a mesuré. Et là, avec l'appui des services de l'État, notamment la préfecture maritime, il y a un arrêté du préfet maritime qui a été pris maintenant, qui réglemente le mouillage de ces grosses unités dans le golfe Juan et donc qui préserve l'herbier de Posidonie pour les années à venir. Il n'est pas encore possible de restaurer les écosystèmes dégradés. En revanche, certaines décisions ont été payantes, permettant par exemple le retour des grandes nacres. Ce que j'ai vu et qui est vraiment pertinent, c'est les prises de conscience déjà des collectivités locales et de tous les acteurs qui préservent le littoral et le milieu marin. Et donc il y a des mesures de protection, il y a des aires marines qui se sont créées. Et ça, par contre, c'est un impact qui est visible sur la faune. Avec des bouteilles ou simplement équipés d'un masque et d'un tuba, n'hésitez plus, plongez. Autour du Cap d'Antibes, les découvertes seront forcément belles et les rencontres étonnantes. Avant de fermer ce journal des nouvelles du feu de forêt qui touche en ce moment même la commune de Carros, on en parlait en début d'édition. On vient d'apprendre que la commune a décidé d'ouvrir un gymnase pour accueillir les personnes évacuées. De très importants moyens ont été dépêchés sur place, pas moins de 270 sapeurs-pompiers. Hélène France, vous êtes sur place. Quelles sont les autres nouvelles dont vous disposez ? Eh bien écoutez, la préfecture vient de déclarer que le village de Carros était une zone à risque, que le feu était un feu à risque. Au regard de quoi, la mairie de Carros, elle, appelle tous les habitants du village à rester confinés à la maison, à ne surtout pas sortir, ne pas prendre de voiture. En revanche, pour les gens qui habiteraient des caravanes ou des préfabriqués, là, il faut les évacuer de toute urgence. Je vous rappelle que pour le moment, ce sont 70 hectares qui sont partis en fumée. Il y a 4 canadaires, 3 bombardiers d'eau. On attend toujours les 2 colonnes de renfort, c'est-à-dire à peu près 140 hommes qui devraient arriver d'un instant à l'autre. Le feu n'est toujours pas fixé. On continue ici de se battre contre les flammes et contre le vent. Situation donc très critique à Carros ce soir. Merci Hélène France pour l'ensemble de ces précisions et on suit bien sûr l'évolution de ce feu. Vous pouvez suivre l'évolution de ce feu également sur notre site internet paca.france3.fr. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous. Le 19-20 se poursuit avec dans quelques instants la météo régionale et le journal national à 19h30. Mais tout de suite, c'est embarquement immédiat. Très belle soirée à tous et à demain. Salut, c'est Manu. Aujourd'hui, nous sommes à Marseille, au cœur du parc national des Calanques et nous avons rendez-vous avec Christophe Rambaud pour faire de la plongée. Vous êtes prêts ? Embarquement immédiat.